Bienvenue dans cette autre édition de votre programme au cœur de l'actualité. Au menu de l'actualité camerounaise de ce jour, nous avons l'affaire opposant la Fédération camerounaise de football et le club Bamboutos. Les tweets du président Paul Biya qui se sont ressentis jusqu'à ce vendredi 18 avril de cette année 2025. On reste en Afrique avec la crise entre l'Algérie et le Mali. À l'international, dans notre programme, nous aurons survenu ce lundi le décès du pape François. Les négociations sur le nucléaire iranien qui mettent sur la table de négociation les États-Unis d'une part et l'Iran de l'autre part. Et pour terminer, nous aurons le refus de mobilisation de plus de 1000 réservistes israéliens. Pour ce plateau, je serai accompagné de M. Bill Zangop, à qui je vais adresser mon bonsoir. Bonsoir, M. Bill. Bonsoir, Madame Ediengele. Bonsoir, Monsieur le Président Bandakani. Bonsoir, mon cher Bill Zangop. Bonsoir à tous les internautes et bonsoir à toute l'équipe technique. Comme vous l'avez certainement remarqué, nous sommes là aujourd'hui et notre invité, on ne peut plus garder le secret parce que vous êtes avec nous tous les jours, mais nous aurons ici une interprétation, une lecture des événements, un décryptage de haut niveau qui sera fait par notre invité exclusif. Il s'agit bel et bien du président Bandakani à qui nous adressons nos civilités. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir, Madame Charlotte Dendelen. Bonsoir une fois de plus à M. Blizangop. C'est la première fois qu'il nous rejoint. Je suis très content de le recevoir. Il ne faut pas qu'il soit gêné. Hein. Merci beaucoup, Président. Ne soyez pas gêné parce que la communauté que nous formons a déjà intégré le fait que notre plateforme est aussi une plateforme de formation et un espace qui favorise l'émergence de nouvelles figures qui sont appelés être des soldats au front du combat panafricaniste. Donc nous assumons ça. C'est une plateforme de communication, certes, mais c'est aussi et surtout même une plateforme de formation, un lieu où on fait émerger de nouvelles figures. C'est une plateforme prophétique dans une certaine mesure, faute de mieux, je suis obligé d'utiliser ce mot, parce que nous avons annoncé sur notre plateforme la fin de l'hégémonie occidentale en matière numérique et digitale. Donc, nous cumulons plusieurs fonctions sur cette plateforme. Donc, sentez-vous très à l'aise, ne soyez pas gênés. Je salue les internautes avec une différence particulière, parce que il y a communauté et communauté. Notre communauté est née dans une espèce de tragédie digitale, parce que très tôt on a voulu nous assassiner, on a voulu que nous soyons des morts-nés à une censure sauvage, une censure inédite. On est allé jusqu'à traquer les téléphones, c'est pas de nos intervieweurs, de nos techniciens. Jamais vu, hein. On est malheureux qu'à entrer dans les téléphones. Voilà, donc ça fait que c'est une communauté particulière qui doit se distinguer des autres par une agilité numérique, une combativité numérique, une intrépidité numérique qui se traduit par la capacité à migrer d'une plateforme à une autre. Donc c'est ça la communauté que nous avons formée. C'est une communauté de combat dans la pure tradition panafricaniste. D'ailleurs, je l'ai rappelé la semaine dernière, je le répète encore, nous connaissons désormais ceux et celles qui s'activent à nous faire disparaître des réseaux sociaux, avec cette fameuse cellule qui est logée à l'Élysée, où ils travaillent, les responsables de l'Élysée et ceux d'un parti politique camerounais bien connu. Mais c'est peine perdue. Hein. Moi, ça fait 15 ans qu'on cherche à éteindre notre voix, mais en vain. Donc voilà, je suis très heureux d'être en face de vous. Je salue votre sagacité intellectuelle, Président. Mais pourquoi pas, merci. Merci. Pour commencer, ce jour, Président, au thème de l'élection transmise en direct dans les médias nationaux, Samuel Eto'o-Fils a triomphalement été élu à la tête de la FECAFOOT en 2021. Et on se souvient qu'il avait placé son mandat sous le slogan « Redonner au football camerounais sa grandeur ». 4 années plus tard, l'espoir suscité par ce slogan s'est transformé en désespoir lucide. Le profil alléchant du président de la FECAFOOT
n'a hélas pas réussi à séduire les mécènes du football. La gestion actuelle du football camerounais se particularise par une succession de scandales. Bambutos Football Club de Bouda, le club le plus populaire du Cameroun, a annoncé son retrait du championnat camerounais avec un chapelet de motivation vraisemblablement légitime. Le montant cumulé de la dette de la FECAFOOT envers ce club est évalué à plus de 100 millions de francs CFA. Exécutant sa menace, Bambutos de Bouda a été absent au stade annexe 1 de Yaoundé pour un match du championnat J20 face à Fauve Azur. Exaspéré par le traitement par la FECAFOOT, dans un communiqué, le président national de l'Association camerounaise des habits de football, ACAF, a l'honneur de porter à la connaissance des arbitres et arbitres assistants des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2, du championnat de première division du football féminin, des ligues régionales, des ligues départementales de futsal, du beach soccer et des inspections d'arbitres, que le mot d'ordre de débrayage relatif à la suspension de leur participation aux compétitions de la saison 2024-2025 organisée par la FECAFOOT entre effectivement en exécution à compter de ce lundi 21 avril 2025. Monsieur le Président, au vu de ce communiqué, le football camerounais semble-t-il impénétré dans une succession de crises toutes préjudiciables à son rayonnement. Quelles sont selon vous les responsabilités que l'on est en droit de dégager de cette situation? Oh, vous n'aimez pas la paix, hein? Vous n'aimez pas la paix parce que vous ne respectez pas les légendes, vous. Il faut respecter les légendes. Mais là, président, là, c'est une affaire où ce sont des clubs légalement constitués qui ont présenté leur doléance. Mais ils sont jaloux de la légende. En Boutos, c'est la jalousie. Tous ces gens, les arbitres là, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ils sont là pour empêcher le football de fonctionner. Ils sont là pour empêcher le succès du programme révolutionnaire du président de la FECAFOOT. Président, on se souvient que au cours des élections, le président de Bambutos Football Club, j'ai nommé M. Tagou, de l'époque, oui, a été un soutien de poids à la candidature du président de la FECAFOOT actuellement. Ne jouez pas mon jeu, je suis en train d'ironiser. C'est une ironie pédagogique. Parce que vous savez que les fanatiques considèrent que toute critique, toute lecture dissidente de la volonté officielle qui règne à la FECAFOOT, c'est un crime de lèse-majesté. Et que de ce fait devrait être puni sévèrement. Ce serait faire outrage à la légende. C'est pour ça que j'ironise comme ça, parce que pour ne pas pleurer. Non, l'homme politique que je suis, en plus de l'analyste, s'intéresse au football parce que si demain, en tant qu'homme politique, nous sommes obligés de nous intéresser au football, parce que ça fait partie des aspects importants de notre société. Si vous voulez, c'est de la sociétalité. Vous parlez comme ça. Je veux imiter Fameux Ndongo, hein. C'est le ministre d'État. On peut l'imiter. Lui, c'est un grand, très très grand sémioticien. Nous, souvent, on est appelé à l'imiter. Donc, ça relève donc de la sociétalité, à savoir, le football structure des relations sociales, ça participe de la cohésion nationale, au rayonnement diplomatique du pays, à booster l'image du pays, entre autres. Donc, c'est un sujet qui va au-delà du football stricto sensu. Donc, parce que je ne suis pas un spécialiste de football. Donc, il est important de repérer ça pour que les Églisiens ne commencent à nous percer les yeux. De quoi est-ce qu'ils se mêlent? On se mêle parce que c'est l'argent du contribuable qui finance le football camerounais. Et puis, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Mais il peut aussi être un facteur de déstabilisation. C'est le revers de la médaille. De déstabilisation. Donc, c'est aussi une démarche de quelqu'un qui veut préserver la paix dans son pays, n'est-ce pas, qui est à l'œuvre dans notre réaction. Ben, il y a de quoi être déçu, hein. Il y a de quoi être déçu. Les faits sont là.
un championnat, le football d'un pays, un championnat, encore championnat d'élite, ne devait pas se limiter à la grandeur d'une légende qui le dirige, ou bien à la quantité de fans qui s'agitent dans les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux, président. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est bon. Il faut qu'il continue à aimer la légende, c'est une bonne chose. Mais sauf que ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de management, il s'agit des résultats qu'on attend. Il s'agit de faire mieux que ce qu'on a longtemps contesté, dont on a remis en cause les compétences, à un moment donné. Le président Samuel Eto'o n'est pas... c'est un acteur majeur du football camerounais. Étant déjà joueur, il influençait le fonctionnement de l'Africa Foot. Il pesait. Et après, il a dépassé, il a même placé les gens à la tête de l'Africa Foot. Il influence nous jusqu'à la CAF, puisque nous savons que Feu Issa Hayatou a perdu son poste, entre autres, à cause de l'influence de Samuel Eto'o. C'est pas le cas. Donc, c'est un acteur, il n'est pas étranger dans le football, c'est un acteur majeur. Donc, il y a une exigence pour quelqu'un qui a voulu être président de l'Africa Foot, qui a tout fait pour être président de l'Africa Foot, qui a été élu sur un programme extrêmement alléchant. Pourquoi il est difficile pour ses fans de ne pas comprendre que ce programme alléchant, ces promesses qui ont été faites à tous ceux qui aiment le football, et pour contrepartie, la nécessité d'examiner les résultats, de les évaluer à l'aune des promesses, mais aussi à l'aune des résultats qui étaient avant lui, là. C'est le problème. Donc, ce qu'on observe, c'est que les résultats sont en deçà des attentes, très en deçà des attentes. Difficile de voir le moindre point positif dans son bilan. Je ne suis pas sévère quand je le dis, hein. C'est un fait. Parce que on ne peut pas dire que pour un bilan, ce n'est pas de dire nous défendons la cause des joueurs. Il faut que les joueurs soient payés, etc. Non, il faut donner les faits concrets qu'on a faits, mesurables, tangibles, qui permettent de dire que okay, là, c'est vrai. Mais au niveau de la fédération, on pense que le discours suffit. Le supposé charisme de la légende remplace la réflexion, et ça suffit à taire les critiques. On a basculé dans la religion. La gestion de football, ça peut pas être une démarche religieuse, puisqu'on voit comment on gère ailleurs, on voit les championnats ailleurs. Donc le championnat est en crise, c'est plus un débat, il y a la crise. La dernière séquence des Bamboutos n'est que un autre élément qui vient conforter une dynamique de crise que l'on voit depuis l'arrivée de Samuel à la tête de la fédération. Quand ce ne sont pas les crises avec l'État, la manière curieuse de gérer les dossiers sensibles comme le staff de l'Union indomptable par l'équipe nationale, alors qu'il y a une convention qui lie l'État à l'Africa Foot. Maintenant, on voit tous ces anciens supporters. Il a été élu avec le soutien bruyant des clubs. C'était un nom, il n'est pas le seul nom. M. Dialakouane. On peut citer tous ces gens qui étaient ses fans, qui étaient même des fans avant d'être même des soutiens. Guibaï, Guitama, tous ces gens qui sont partis. Je ne parle pas des secrétaires généraux qui ont démissionné, etc. Je ne parle pas de... Mais tous ces gens, on ne peut pas dire qu'ils en veulent, la Samuel Eto'o. On ne peut pas dire qu'ils sont jaloux d'une légende. Hein? Donc, la crise, elle est là. Elle est immense. Et ça traduit une déception. Voilà. Donc, c'est un fait. Les arbitres sont entrés dans la danse, les arbitres. Aussi les arbitres aussi. On va dire que les arbitres sont comme les présidents de club qui détournent l'argent destiné aux joueurs. Les arbitres. Quel est ce championnat qui peut se jouer dans la guerre entre les clubs et les joueurs, avec au-dessus le président de la fédération? Non, c'est pas possible. Il faut au moment donné qu'on rassemble tous les acteurs de football. Il faut les rassembler. Parce que c'est avec eux qu'on fait le football. Surtout que c'est un sport. Le championnat national camerounais n'est pas un championnat professionnel. On sait très bien qu'il est inorganisé. Et qu'on est encore au niveau de l'amateurisme. On le sait. Vous ne pouvez pas, dans de telles conditions, vouloir traiter les clubs et les présidents de clubs comme si on était dans un cadre professionnel.
Président Banakani, est-ce que là, ça pose un problème de management ou bien les responsabilités viennent d'ailleurs? Le management, les problèmes de management sont récurrents et évidents. Fermez les yeux, ça va ouvrir vos yeux malgré vous. C'est clair et net. C'est clair et net. Je ne parle pas de questions de détournement d'argent. Hein. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle même pas de ça. Donc, elle fait partie des regardez la situation de l'entraîneur Sambana. Je pense que Sambana aussi est très jaloux de la légende. Il est très jaloux de la légende. Ce n'est pas le seul cas. Donc, c'est grave, c'est gravissime, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Et bon, c'est vrai. C'est vrai qu'avant l'arrivée du président Samuel Eto'o, Cameroun était déjà en crise. Hein, parce que les victoires des Lions n'étaient qu'un arbre qui cachait la forêt. Mais lui, il est venu justement pour régler la crise. Avec son slogan. Oui, avec redonner au football, je crois, sa grandeur, sa personnalité, qui n'a pas rêvé. Et je vous dis quoi? C'est-à-dire que dans son programme, dans son discours, le président Samuel Eto'o n'a pas insisté sur les obstacles qui auraient pu l'empêcher de réaliser son programme. Il a dit qu'il a les moyens de réaliser son programme. Il a dit qu'il a des relations dans le monde entier. Qui n'a pas cru à ça? C'était l'une des principales motivations de ceux qui ont investi sur lui. Parce qu'on s'est dit non, il a les bras longs, il a un carnet d'adresse qui va ouvrir les portes au niveau mondial, etc. Donc la déception est à la hauteur de l'espoir qui a été soulevé par Samuel à ce niveau-là. Bon, vous savez, je vois souvent les commentaires de ceux qui ne sont pas d'accord avec mes positions. Il y en a qui m'insultent. Bon, moi je dis, je les en prie de continuer à m'insulter. Je les supplie de m'insulter encore même plus violemment. Je voudrais les renvoyer à ma sortie qui est sur Internet, quand j'ai été approché par les uns et les autres pour soutenir la campagne d'Eto'o. Surtout que, comme je l'ai dit, moi je suis un fils de Belle. Donc, il était naturel pour ceux-là que je sois un soutien d'Eto'o. Je voudrais renvoyer ceux-là, aller sur Internet, fouiller mon... Il est là, l'interview est là. Tout ce qui arrive là maintenant, là, je l'ai dit. Moi, j'ai un problème, hein, vraiment. Il faut que Dieu m'aide pour ça. J'ai le malheur de voir souvent tout ce qui va arriver. On souffre beaucoup quand on est comme ça. Hein. C'est un brillant stratège, président. Non, mais ça fait souffrir. Je voudrais renvoyer les Égyptiens calmement à aller dans mon interview. C'était fait par Global Media. C'est là, sur Internet, vous tapez Banakani, élection d'Eto'o à l'Africa Foot. Vous allez voir que tout ce qui arrive là, je l'ai dit dans mon interview, j'ai décliné l'offre. Pas parce que j'avais un problème avec Samuel, au contraire, on parle du président de l'Africa Foot. Le joueur Samuel, la légende, si vous touchez la légende, le joueur, vous aurez affaire à moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, on parle du football. Il faut que les gens arrêtent de confondre les choses. On parle du football. Donc, moi, j'étais un très grand fan du joueur. Je l'ai été. Mon entourage le sait. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, avec la personne, vous n'avez pas de problème, mais c'est avec la personne. Il n'est même pas possible que j'ai un problème avec la personne. Pas le joueur. Mais c'est l'amalgame qui est fait par les fans entre la légende qui est invoquée sous le modèle, comment on appelle ça? On dirait, on divinise la légende. On divinise, et du coup, vous savez, ben, c'est comme si on dit, ben, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Vous lisez l'Ancien Testament. On dit, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain, au risque d'être puni. C'est ça le problème. Lorsqu'on fait dans le mélange déjà, c'est pour empêcher, c'est pour effrayer ceux qui veulent réfléchir, c'est pour effrayer ceux qui veulent garder une distance suffisante à préserver un espace de lucidité pour aborder la situation de football. Mais cette situation est gravissime. Elle est gravissime. Et c'est une honte pour un pays comme le Cameroun, qui a la réputation de grand pays de football. C'est une honte. Je veux même que ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange que la paix revienne, qu'il y ait un minimum de consensus entre les acteurs de football et qu'on mette cette tension de côté. Vraiment. Merci, Président Banakani. Nous allons faire un tour en AES, Président. Et nous allons aller au Mali.
On se souvient que ce mois d'avril, il y a eu des tensions entre le Mali et l'Algérie suite à la destruction par l'armée algérienne d'un drone malien. Au vu de cette situation, Président, euh, lors de votre dernière sortie, vous avez invité les deux États à faire un apaisement rationnel, démontrant que l'État algérien n'a rien à gagner en entretenant une guerre avec l'AES. Tout à fait. Oui. Monsieur le Président Bandakani, y a-t-il eu évolution dans la dynamique de l'apaisement souhaité? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est toujours la différence entre le LMP et les autres. Il y en a qui aiment jeter l'huile sur le feu. Il y en a qui profitent des événements pour se faire voir. Il y en a qui sont dans des positionnements qui n'ont rien à voir avec l'essence même du combat que nous menons. Il y en a qui jouent au végétarien. Voilà. Il y en a qui veulent être des légendes aussi. Ce n'est pas la démarche du NMP. Nous, ce qui nous motive dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord une analyse lucide des rapports de force, de la situation concrète des acteurs, etc. À partir de là, nous dégageons un possible. Voilà. Et vous avez vu, au plus fort de cette crise, nous nous sommes démarqués en appelant à un apaisement rationnel entre les deux États. Nous avons insisté. On a encore une fois le plus c'était même compris. Mais quelle est la suite aujourd'hui? C'est l'Algérie elle-même qui dit qu'elle regrette ces incidents. L'Algérie le dit elle-même aujourd'hui, elle regrette. Président, ce n'est pas une manœuvre de la France pour déstabiliser l'AES? Non. Se manifeste derrière cette velléité de l'Algérie? Non, nous parlons de l'Algérie, je ne parle pas de la France. La France n'est pas une manœuvre, elle est dans la déstabilisation de l'AES, c'est son dada, elle fait que ça. L'Algérie, dans le cadre de l'incident, s'est laissée aller, n'est-ce pas, à de la colère diplomatique, de manière injustifiée. Vous savez, mon cher Bill Zango, ça va très vite dans la géopolitique. On est entré dans un âge où la géopolitique se fait en temps réel. Ce n'est pas comme à l'époque où on n'avait pas encore aboli la distance, on n'avait pas maîtrisé le temps, on n'avait pas raccourci à l'excès le temps. Le temps, je ne dis pas le temps, le temps. Aujourd'hui, c'est fait. La distance a été pratiquement abolie. Le temps est réel. La nuit et le jour se confondent. 1 heure égale 1 minute, 1 minute égale 1 heure, etc. Donc, si vous n'intégrez pas ça dans l'analyse de la géopolitique, vous êtes dans le dogme. Vous faites comme des prédicateurs qui, depuis 3000 ans, ne changent pas leur livre de prédication, comme l'Église catholique, c'est un missel, c'est le missel, depuis 2025 ans. C'est possible dans la religion, mais ce n'est pas possible en géopolitique. Ça bouge. En géopolitique, il n'y a pas d'ennemis éternels. Les ennemis d'aujourd'hui deviennent les amis demain. Et on peut être en même temps ennemi et ami. Ça dépend des dossiers qui sont sur la table. Je répète, on peut être ennemi et ami. Ça dépend des dossiers sur la table. Pour le cas précis, l'Algérie était devenue l'ami de la France. Ils ont dit, je t'aime moi non plus, bisous, bisous. Ça va faire 2 jours. Ils sont devenus ennemis. Mais alors, c'est ça la géopolitique. Si on ne sait pas analyser ça, on masque cet art avec des discours grandiloquents qui n'impressionnent que les naïfs. La géopolitique, ce n'est pas un endroit où on drague les jeunes filles. Ce n'est pas un salon où on vient partir les jeunes filles. C'est le choc des intérêts. Et dans un monde, lui, qui est entré dans la vitesse, hein, qui court après la vitesse de la lumière. Donc, nous nous distinguons de tout ça. Nous avons appelé un apaisement rationnel. Les deux États semblent le comprendre. Vraiment qu'ils aillent vraiment à l'apaisement rationnel. C'est-à-dire un minimum de convergence en termes d'intérêt stratégique des deux pays qui va sceller un accord. Un accord dans le cadre, n'est-ce pas, soit des relations bilatérales entre l'Algérie et le Mali, soit dans le cadre des relations entre l'Algérie et l'AES. Et je maintiens ce que j'ai dit. La profondeur stratégique de l'Algérie, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Occident, c'est l'AES. C'est l'AES. Merci, Président. Voilà. Nous allons tout de suite pleurer avec les catholiques, si on peut dire comme ça, car il a survenu ce lundi le décès du pape François après 13 ans à la fonction de pape. Président Bandakani, certains le qualifient de pape de la confusion à cause de ses prises de position sur la question des LGBT, le remariage, la nature de la prêtrise, le divorce.
et d'autres questions. Et nous acceptons la douleur des catholiques, mais nous ne sommes pas catholiques et nous voulons regarder le monde comme vous. Nous vous posons la question à savoir quelles peuvent être les implications géopolitiques et civilisationnelles de ce moment de transition au sein du clergé catholique dans un contexte d'émergence du monde multipolaire. Bon, permettez-moi de présenter toute ma solidarité au Vatican, à l'Église catholique et aux fidèles catholiques qui sont toujours très attachés à leur pape. Bon, il est parti, comme eux, ils l'appellent le Saint-Père. Le Saint-Père est parti. Bon. Moi, je leur apporte ma solidarité. Voilà, c'est important de sacrifier à ces rites. Bon, mais ce sont même les commentaires, les analyses du décès du pape qui nous montrent que eux-mêmes là, ils ne laissent même pas son corps respirer. Et ils ne laissent même pas son corps respirer, que c'est des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vérité. C'est de la propagande. On ne profite pas de la mort d'une figure aussi éminente des catholiques, auprès des catholiques, pour faire de la propagande. C'est pas sérieux. Si on respecte celui qui est parti, on ne fait pas de la propagande. Encore qu'on dit que c'est le Saint-Père. Raison suffisante pour ne pas faire la propagande. Donc, on assiste depuis son décès à une propagande nauséabonde, indécente. C'était à la sortie du président ukrainien, président. Vous parlez de... Oui, Zelensky. Vous n'obligez pas de se fou ici, là. Zelensky, on fait avec Zelensky. Sinon, on va venir encore suspendre notre émission ici en direct. C'est le travail, ils vont suspendre l'émission. On va venir pénétrer dans vos téléphones. Donc, pour continuer dans le sens de ce que je t'entends dire, je disais que la propagande catholique et mondialiste est indécente. Indécente. Pourquoi président? Mais pour revenir à la question que vous avez posée, cette transition. Bon, je dirais, je mettrais sur la table un ou deux éléments que la propagande catholique et mondialiste ne met pas sur la table. Puisque d'après eux, c'est le Saint-Esprit qui va aider à élire le nouveau pape. Après, la fumée blanche va sortir au balcon, c'est pas la fameuse fenêtre. Et puis, les catholiques seront très heureux. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est un sujet sérieux. Actuellement, vous avez à la tête des États-Unis Donald Trump, qui, jusqu'à preuve le contraire, n'est pas membre de l'État profond, tel que cet État profond a tenu les États-Unis jusqu'à présent. Je voudrais vous indiquer que l'Amérique pèse énormément dans la géopolitique interne au Vatican. Vous ne même pas dire la CIA. C'est clair, président. Quand on se souvient que le pape François Feu, comme on le dit chez nous, soutenait le wokisme. Oui, mais il y a ça, mais il y a même plus que ça. C'est toute l'histoire de l'Église catholique qu'il faut voir. Et voir comment les rapports de force se structurent au sein de l'Église catholique. Vous avez la franc-maçonnerie, vous avez les catholiques traditionnels, vous avez les jésuites, l'Opus Dei, vous avez même la mafia, vous avez la finance, parce que l'Église catholique, c'est une mastodonte en matière de finance. En matière de la géopolitique de l'or, on ne la fait pas sans le Vatican. Le Vatican pèse dans les rapports de force mondiaux en termes d'or, etc. Donc, c'est pas une affaire c'est pas une affaire comme ça. Donc, l'élément là, c'est la situation dans le monde, avec à la tête des États-Unis quelqu'un qui n'est pas de l'État profond, lui-même, qui a toujours fait corps avec l'Église catholique. Donc, il y a ça, c'est un élément déterminant. Il y a le fait que, bon, cette guéguerre dont va se traduire, n'est-ce pas, on peut le décrypter en reprenant, n'est-ce pas, le positionnement du pape qui est décédé. Vous avez parlé du wokisme, oui. On peut parler de sa position sur le Covid, un scandale. C'est carrément un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. De voir un pape se comporter comme ça. Donc,
quand vous voyez ses rapports avec les milliardaires qu'il a réunis au Vatican, pour soi-disant promouvoir un capitalisme inclusif. Le capitalisme inclusif, c'est quoi? C'est le capitalisme LGBT. Il n'y a rien d'autre que ça. LGBT. Donc, sur beaucoup de choses, hein. Tout à l'heure, je vais revenir même sur la mission de l'Église et le rapport que ce pape avec la mission même fondamentale de l'Église. Parce que l'Église, c'est pas autre chose. L'Église, c'est pas un club. C'est pas un club où, de temps en temps, on suit la mode et on se met à la page de la mode. L'Église, c'est une institution multimillénaire, catholique bien sûr, multimillénaire, qui a présenté au monde ses buts, ses missions, sa raison d'être sur la terre. Donc à un moment donné, quand le pape est censé incarner ça, le pape est le représentant de cela. Mais ce qu'on a vu avec ce pape amène à poser des questions. Oui, président Banatani, on avait remarqué un retournement rapide sur l'enseignement catholique. Mais c'est plus que je vais vous dire, c'est grave que ça. Ça dit c'est grave parce que vous allez voir le rapport avec l'État profond américain et le projet des mondialistes dans le monde. D'abord, d'après les critiques catholiques de son magistère, vous avez les noms comme Monseigneur Vigano. Vigano, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un complotiste, Vigano. C'est un prince de l'Église au sens catholique, au sens même de la tradition de l'Église. Il faut lire Vigano. Je voulais renvoyer ici une excellente analyse qu'a faite Ricardo dans sa minute. Ricardo, il ne s'est pas le seul. Beaucoup de princes de l'Église, beaucoup de milieux de l'Église catholique ont réagi, ont dénoncé la dérive que le pape François incarnait, à son niveau de la doctrine originelle de l'Église. Il a revu tout ça. Il a même supprimé les messes en latin. S'attaquer au rite originel, à la tradition, dans la tradition originelle de l'Église. S'attaquer à ça, sous prétexte de faire des réformes. Il a supprimé les congrégations historiques, les a remplacées par des dicastères. Bien évidemment, président. Est-ce qu'on peut revenir à la question principale de notre sujet? Je vais arriver là. Vous savez que je n'oublie jamais la question. Mais je voudrais donner de la profondeur à mes réponses, si vous le permettez. Donc, ces agents, ces communicateurs disent que non, il a réformé l'Église pour que l'Église catholique soit en phase avec son monde, avec l'époque. Mais on ne réforme pas quelqu'un ou quelque chose en s'attaquant à son essence. Puisque l'essence est ce qui fait cette chose-là. Voilà, donc, mais lui, c'est ça quoi il est arrivé, il est allé. Donc, quand il supprime les congrégations, il les remplace par les dicastères, voilà, tout ça. Il a mondanisé l'Église catholique, il a mondanisé l'Église. C'est devenu pratiquement, on dirait, un grand club où les prêtres ne portent plus la soutane, les sœurs ne portent plus les foulards, on ne prie pratiquement plus, ils ne prient plus, mais on se livre à des mondanités, on prend des photos avec les gays, on prend des postures, on reçoit les artistes, on reçoit les footballeurs, etc. Mais tout ça n'est pas mauvais. Mais ça, quoi? Quand on a fait ça, le but c'est quoi par rapport aux missions originelles de l'Église? Le but c'est quoi, Madame Charlotte? Le but c'était quoi? Alors, la question des LGBT. La question du Covid, Madame Charlotte. Mais c'est un crime contre l'humanité. On est obligé de parler comme ça. C'est un crime contre l'humanité. Le pape a été un des meilleurs agents propagateurs du Covid. Et bien des meilleurs et du vaccin. Quand on sait qu'il était un grand promoteur du capitalisme et des acteurs, ça ne peut pas surprendre. Mais très bien, vous voyez de quoi. Mais c'est pas le hasard, ça. C'est pas le hasard. Je vais arriver pour vous dire pourquoi il y a eu ça. La manière même dont il est devenu pape. Pourquoi il a adhéré, même pas il a adhéré, il était un acteur, on dirait un pion de la franc-maçonnerie placé à la tête de l'Église catholique, un acteur majeur de l'État profond mondialiste avec le projet que vous connaissez. Ce pape-là, il s'est fait le champion de l'écologie. Alors, ces communicateurs
disent que non, c'est une révolution, le pape qui parle de l'écologie, etc. Mais qu'il parle de tout ce qu'il veut, mais pas au détriment de la mission originelle de l'Église catholique telle qu'elle s'est présentée au monde. Moi, je ne suis pas catholique, je dis telle qu'elle s'est présentée au monde. Il y a des références. Donc, je dis qu'il a mondanisé l'Église, il a fait de l'Église une institution séculariste, séculaire, contre la tradition de l'Église. L'Église catholique se présente comme étant missionnaire, Charlotte, apostolique et prophétique. Mais président, il était aussi le prêtre des pauvres. Ça veut dire quoi, être pape des pauvres? Ça veut dire quoi? C'est une mission parmi les missions. Parce qu'il s'est fait appeler François. C'est ça, être le pape des pauvres. Alors, vous voyez, ça, c'est la communication qui est autour de lui, non? Il a laissé les appartements pontificaux pour aller habiter en résidence Sainte-Marthe, parmi les prélats, n'est-ce pas, parmi les prélats, etc. Donc, il était simple. Mais écoutez, Madame Charlotte, si vous habitez dans une grande résidence où il y a de l'or, et que vous choisissez d'aller dans la chambre où il n'y a pas l'or, ça change quoi? Vous habitez dans une grande résidence où il y a de l'or. Voilà, vous décidez, comme ça, par... Bon, je ne sais pas. Vous connaissez les seules raisons que moi, je vais habiter dans la chambre où il n'y a pas de l'or. Mais ça enlève l'or dans la maison. Ça change le fait que c'est une résidence où il y a plein d'or. Donc, vous voyez, ce sont des postures de communication pour masquer les vraies choses qu'il était en train de faire. Comment on dit ça? Introduire les LGBT, n'est-ce pas? Et quand l'Église catholique légitime ça, vous êtes qui pour vous opposer encore à ça? Parce que c'est la stratégie. On veut démontrer que le christianisme catholique est hors du monde s'il n'intègre pas les LGBT. Et derrière ça, on cache la soi-disant charité du pape. C'est comme Jésus dit que vraiment, je suis qui pour juger les homosexuels. Mais tu es qui pour juger d'autres choses? Pourquoi tu juges autre chose et quand tu arrives sur les LGBT, tu commences à faire l'humilité papale. Vous voyez, je vous dis la question du Covid, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est là où il a démontré aux gens qu'il était réellement, l'affaire du Covid. Là où il fallait sauvegarder l'humanité. C'est que l'Église catholique revendique tant. Vous avez dit que l'Église catholique dit qu'elle est experte en humanité. C'était ce que disait le pape Jean-Paul II. Mais on a vu un pape accepter qu'on porte atteinte à l'humanité sur la base, c'est une base fallacieuse, mensongère, satanique. Le pape était au cœur de cette dynamique. Pourquoi? Par ignorance? Non. Pareil pour l'écologie? Non. Ignorance, c'est un acteur majeur. On l'a placé là-bas pour ça. Dans l'Église catholique, sous le pape, ce pape-ci, a accéléré sa démission par rapport à ses missions originelles. Le rôle de l'Église catholique, ce n'est pas de se plier devant les assauts du sécularisme et des millénarismes. Je reprends le pape Jean-Paul II. Hein. Je n'ai pas de catholique, mais je m'intéresse beaucoup à leurs activités parce que il règne sur beaucoup d'adeptes. Donc, en tant que panafricaniste, on doit s'intéresser à ça. Je m'intéresse à ça. Donc, on voit une église qui s'est distinguée du monde au niveau de l'énonciation de ses objectifs en disant jamais notre rôle. On est missionnaire. La mission, c'est d'agir à contre-temps. On s'oppose au mode du moment, au phénomène de mode. On s'oppose au sécularisme, au millénarisme, au déphénalisme, c'est-à-dire les modes de 10 ans, les modes séculaires. On s'oppose à ça, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un pape qui s'est couché, s'est déshabillé devant les assauts de ces fléaux-là que l'Église catholique a longtemps démissionné, s'est couché là-dessus et il a abandonné les vraies missions de l'Église catholique. Vraies missions. Donc, voilà ce que moi je peux dire le concernant. Mais pour le reste, comme vous avez dit, moi je ne suis pas catholique. Moi, je ne crois pas à l'autorité du pape. Mais bon. Très bien dit, président. Voilà. Au cours de son... Nous allons continuer aux États-Unis, président. Ça ne vous dérange pas? Là, on continue avec l'avion et... Je suis à votre service. Je suis à votre service. Parce que nous avons pensé qu'il était bon qu'on puisse faire le tour de la Terre. Ah oui, je suis à votre service. Faisons le tour de la Terre alors. D'accord, président. Au cours de son premier mandat, le président Donald Trump a retiré les États-Unis du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint, à cause du nucléaire iranien. Oui. Il a lancé une campagne de pression maximale contre l'Iran.
est revenu au pouvoir en 2025, on voit le même président Donald Trump initier des négociations sur le nucléaire iranien, et où on a vu le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain pour les affaires d'Asie et de l'Ouest. Les deux ont mené un cycle de négociations indirectes sur le programme nucléaire iranien pour la levée des sanctions américaines, respectivement à Mascate, capitale d'Oman, et à Rome, en Italie, les 12 et 19 avril précédents. Ces discussions de haut niveau ont été menées sous la médiation du ministre omanais des Affaires étrangères, Bad Ben Ahmad Al-Boussaïdi. Au thème du deuxième tour de négociation, samedi dernier, M. Araghchi a déclaré que Téhéran et Washington étaient parvenus à une meilleure compréhension sur certains principes et objectifs. Il a ajouté que la Chine et la Russie ont été informées des négociations entre l'Iran et les États-Unis avant leur commencement. Nous avons même consulté les 3 membres européens du PGAC, qui sont la France, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, et nous continuerons de le faire. Monsieur le Président, le président Trump veut un accord. Pensez-vous que ce nouvel accord emportera sur la satisfaction des parties prenantes, à savoir l'Iran, les USA et d'autres parties garantes, à savoir la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, encore que nous savons que ces pays-ci sont membres du Conseil de sécurité? Bon, nous posons le problème de la validité des accords internationaux et des rapports que des États ont avec ces accords. Là, il y a le problème de l'accord sur la non-prolifération nucléaire qui est surveillé par une agence, qu'on appelle l'agence internationale à l'énergie atomique, l'AIEA. Donc, cette agence-là, depuis 2002, je crois, 2002, à Vienne, a accusé l'Iran de mentir quant à ses prétentions, n'est-ce pas, nucléaires. Donc, pour l'AIEA, l'Iran dissimule derrière la volonté de maîtriser l'énergie atomique à but civil des projets militaires, des projets visant à obtenir l'arme atomique. C'est ça la problématique de fond, cette affaire. Je dis au niveau des accords internationaux. Hein. Alors, depuis ce moment-là, il y a eu plusieurs épisodes. Depuis 2002, on est passé avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui lui, en 2018, je crois, oui, les Américains se retirent de cet accord. Si. De cet accord. L'AIEA va revenir à la charge, je crois, en 2019 pour renforcer encore, n'est-ce pas, sa dénonciation quant au double jeu de l'Iran. Une fois de plus, je répète, pour l'AIEA, l'Iran n'est pas fiable parce qu'en fait, elle dépasse les lignes rouges qu'on a tracées. Oui. Oui. Non, il n'y a que les États-Unis qui sont la seule partie qui a eu à quitter ce protocole d'accord. Les autres parties sont restées. L'Europe est restée, mais l'Europe n'est pas restée pour que l'Iran accède à la bombe atomique. L'Europe est restée, elle dit, bon, nous on ne suit pas les États-Unis, mais nous, on partage le fond de l'accord. Pas de prolifération nucléaire, en particulier l'Iran n'accède pas à l'arme atomique, à l'énergie atomique, à usage militaire. Mais il y a eu un mécanisme qui a été multiplié par les Européens, je crois que c'est l'Instex, quelque chose comme ça, qui a été multiplié pour assouplir l'embargo, les sanctions, de manière à ce que les populations de l'Iran aient accès à ce qu'ils appellent les biens essentiels. Mais ce mécanisme va être dénoncé en 2019 par les Européens. Ça va être liquidé carrément, dénoncé. Donc on peut considérer que depuis 2019, l'Agence internationale à l'énergie atomique a récidivé, elle a pondu 2 rapports. 2 rapports au mois de juillet. 2 rapports. Juillet en premier, du moins au mois de juillet 2019, elle a pondu 2 rapports. Et dans ces rapports-là, elle consolide sa position, elle affirme, elle aggrave, elle est encore même plus péremptoire, plus incisive dans l'accusation contre l'Iran, à savoir que l'Iran ne respecte pas ses engagements en la matière. Et bien, ce rapport
ce rapport de précision, elle précise comment est-ce que le stock d'uranium non enrichi, n'est-ce pas, du côté de l'Iran, la limite autorisée pour son stock d'uranium faiblement enrichi et le taux d'enrichissement autorisé par l'accord n'est pas respecté par la partie iranienne. C'est ce qu'ils disent. Bon, ça, c'est je suis sur la forme. Hein. Je suis sur la forme. Mais, parlons d'accords internationaux. Est-ce que les États-Unis respectent les accords internationaux quand ça ne les arrange pas? Non, président. M. Donald Trump lui-même a dénoncé plusieurs accords internationaux à la loi au pouvoir. Il a fait quel loi au pouvoir avec l'accord de Paris. C'était aussi un accord très bien international. La sortie de l'OMS. Mais alors, nous, on soutient ça. Nous, on soutient ça. Mais sur quelle base, même Donald Trump donne la leçon à l'Iran en matière de respect des accords internationaux? Sur quelle base? On est là dans la pure géopolitique, dans la pure hypocrisie géopolitique. L'enjeu, c'est d'empêcher qu'Israël ait un rival dans la sous-région. L'accession de l'Iran à l'arme nucléaire anéantit la supériorité militaire d'Israël. Et pour les Occidentaux, c'est inacceptable. Voilà le problème. Alors, c'est quoi donc cette prolifération nucléaire à tête chercheuse? Pourquoi est-ce que les Occidentaux, en passant, et l'Iran, et Israël, et les pays clients de l'Occident, sont à même de maîtriser la puissance nucléaire, que ce soit à titre civil ou militaire, et que l'Iran, lui, ne pourrait pas être en mesure de le faire. C'est même du racisme. C'est même du racisme, c'est incompréhensible. Pourquoi on refuse à l'Iran ce qu'on a donné à d'autres? Comment le Pakistan a-t-il accédé à l'énergie nucléaire, à l'énergie atomique, à la bombe atomique? Comment l'Inde a accédé à la bombe atomique? Au nom de quoi l'Iran n'aurait pas le droit d'accéder à la bombe nucléaire? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des mollahs. Les mollahs sont pires que les Occidentaux. Est-ce que le régime de mollahs, avec la barbe et le turban, ils sont plus dangereux que le chapeau du pape? Pas du tout, président. Et on peut continuer. On peut continuer. Et le comportement des dirigeants européens, en quoi est-ce que les Européens seraient, les Occidentaux et leurs clients, et Israël, seraient plus rationnels en matière de gestion, de manipulation de l'arme atomique dans le monde? Vous ne voyez pas qu'il y a là une espèce de... On est en train de... En fait, il est question de consolider ce qu'on appelle quoi? Le droit à gouverner le monde, que les Occidentaux détiendraient par nature et qu'ils justifient par essence, puisqu'ils sont la conscience du monde. Les gendarmes du monde. Là. Les gendarmes du monde. La conscience du monde, c'est cela qu'il s'agit. C'est une atteinte grave à la souveraineté de l'Iran. Je répète, c'est une atteinte grave à la souveraineté de l'Iran. Trump ne joue pas avec la souveraineté des États-Unis. Il n'y a pas de débat. Au nom de quoi on veut interdire à l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire? Moi, je ne comprends pas. Moi, il faut que je vous explique ça. Pourquoi on trouve que Israël n'est pas dangereux quand il a l'arme nucléaire? Que les États-Unis ne sont pas dangereux. Or, les États-Unis sont dangereux parce qu'ils ont utilisé ça 2 fois. Nagasaki et Hiroshima. Président Bandakani, est-ce que le président Trump ne veut pas, à travers ce nouvel accord, imposer la vision géostratégique des États-Unis dans la sous-région? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Trump satisfait une partie importante de son électorat, les suprémacistes évangélistes aux États-Unis, qui considèrent que Israël, c'est l'enfant chéri de Dieu. Donc, il doit le parler. Mais au-delà de ça, il y a les intérêts propres aux États-Unis, les intérêts de puissance. Et on voulait justement chuter l'intérêt de puissance en rapport avec les ressources qu'il y a dans la sous-région. Oui, président. Il faut pas oublier ça, il y a tout ça. On voulait chuter sur cette façon de phrase que vous avez évoquée tout à l'heure, en interrogeant la réaction que pourrait avoir Israël, qui a toujours considéré l'Iran comme son ennemi et qui a même qui s'est opposé au précédent accord. Mais c'est quoi? Votre question, moi, je ne la comprends pas. Pourquoi l'Iran doit gérer les humeurs d'Israël? Pourquoi? On interroge ici par rapport aux États-Unis, quand on sait que Israël est très lié aux États-Unis. Je vous demande, je voudrais insister sur la rationalité de ce type de comportement. Je répète encore. Pourquoi d'autres ont le droit d'avoir l'arme nucléaire et de l'utiliser pour des raisons strictement de souveraineté et de puissance, et l'Iran n'aurait pas ce droit? Moi, je veux savoir,
l'Iran là, les Iraniens là, ce sont aussi des êtres humains. Ou bien c'est une nation de sauvageons, de démons, qui, s'ils ont l'arme nucléaire, le monde va disparaître. Le pays, je répète, qui a utilisé l'arme nucléaire s'appelle États-Unis. Donc, si utiliser l'arme nucléaire de cette façon relève de la barbarie suprême, n'est-ce pas? Mais l'État le plus barbare de la Terre, ce sont les États-Unis. Puisqu'ils ont utilisé 2 fois Hiroshima, Nagasaki, je vous le rappelle. L'Iran veut seulement avoir accédé à l'arme nucléaire comme le Pakistan, comme l'Inde, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie et comme Israël. Quand Israël a eu sa bombe atomique, c'était pas un accord international, hein. Kennedy était contre. De Gaulle n'en voulait pas, etc. Mais comment ils ont fait pour avoir à la fin? Ils sont arrangés avec De Gaulle à la fin, ils sont arrangés avec les Français pour obtenir. Donc, est-ce qu'un pays pour avoir l'arme nucléaire doit demander l'avis des gens? Pourquoi? Pourquoi? Il y a une injustice qu'on ne peut pas encourager. Alors, si l'arme nucléaire est mauvaise, personne ne l'utilise. Voilà. Personne ne l'utilise. Mais il n'y a pas que d'autres pays ont le droit d'avoir l'arme nucléaire parce qu'ils seraient rationnels, dirigés par des gens, pas des génies. Et il y a un état de barbares qu'on appelle les Iraniens, qui sont des sauvageons, des démons, qui n'ont pas accès à ça. Moi, je soutiens le droit de l'Iran à avoir l'arme nucléaire. Dans un monde où les gens trouvent normal de se partager l'arme nucléaire aux amis, pourquoi l'Iran n'aurait pas l'arme nucléaire? Président, on se souvient Pourquoi? que par le passé, à plusieurs reprises, ils ont eu des velléités militaires. Qui? Et on se souvient que par rapport à qui? l'État d'Israël avait eu à détruire le domicile du numéro 2 iranien. Et au cours de leurs attaques, c'est un État criminel. Cela l'avait coûté la vie. C'est un État criminel. Sur cette démarche-ci, président, est-ce que Israël ne va pas penser à contre-attaquer, président? L'Iran a des ambitions de souveraineté maximale, c'est-à-dire en rapport avec le contexte qui prévaut dans le Moyen-Orient. L'Iran estime que Israël est son ennemi. Israël estime que l'Iran est son ennemi. On a accepté que Israël ait l'arme atomique. Pourquoi on refuse ça à l'Iran? C'est parce que les puissances occidentales, sur la question, ont encore, ou bien ont encore une grande influence. Mais le monde tel qu'il est en train d'évoluer là, bientôt n'auront plus les moyens d'infuser. D'ailleurs, l'AIEA constate que l'Iran se fiche pas mal désormais de ses recommandations. Il ne sait plus à ça. Mais écoutez, oh oui, voilà, la Troisième Guerre mondiale. Oui, vraiment, autant mieux laisser ce statu quo comme ça. Il faut qu'on laisse ça comme ça, etc. Mais c'est bien beau. Si vous laissez comme ça veut dire que vous acceptez la tyrannie, la dictature, la sauvagerie et enfin l'anti-humanisme de ceux qui prétendent régenter le monde, régenter le destin. À un moment donné, quand on a affaire à des personnes qui pensent que c'est la force qui résout les problèmes, à un moment donné, on a envie que la force équilibre la force. On peut comprendre ça à un moment donné. Puisque pour ces gens-là, c'est pas la raison qui... Non, ils ne sont pas sensibles par la justice, la justice internationale, la véritable justice. Ils ne sont pas sensibles à la fraternité de tous les humains. Ils sont dans les rapports de force, dans la puissance, etc. Quand vous voyez ce qu'Israël fait aux Palestiniens, etc., applaudi par les gardiens de la conscience mondiale. Vous vous demandez, mais de quel droit ils parlent même? Ils parlent quoi? Donald Trump, c'est un pro-israélien. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. L'Iran poursuit sa route. C'est aux Iraniens de décider ou pas. Si bon, ils renonceront à 5 jours ou bien ils vont poursuivre leur projet. Moi, je répète encore, je défends le droit à l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire comme Israël a accédé, comme tous ces pays-là ont accédé. On retient ça, président Bandakani, et on va sortir par ce point, président. Le 10 avril 2025, près de 1000 réservistes, principalement les pilotes, les marins, les membres de l'unité de renseignement, ont dénoncé dans une lettre publique et publié la stratégie militaire de Benjamin Netanyahou. Et ils ont exigé immédiatement l'arrêt immédiat des hostilités et la priorité à la libération des otages, y compris au prix d'un cessez-le-feu. Ils accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahou de prolonger
le conflit pour des raisons politiques et non pour des raisons sécuritaires. À cette lettre, président Banakani, le gouvernement israélien a réagi avec sévérité en révoquant les signataires de cette lettre-là. Il a qualifié ces derniers de groupes anarchiques cherchant à renverser le gouvernement. Président Banakani, on s'interroge, on se demande, est-ce que cette lettre ne peut pas susciter dans la société israélienne une prise de conscience plus large et un mouvement social d'ampleur qui obligerait alors le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'appuie sur l'extrême droite, à arrêter sa furie génocidaire à Gaza? D'abord, arrêtons-nous sur la terminologie du Premier ministre. Sur le thème pays africain, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que c'est un dictateur. Mais le dictateur en chef, le criminel en chef, quand on lui parle, c'est très normal, c'est très logique. C'est-à-dire des réservistes disent que non, ils ne se mobilisent pas. Ils donnent des arguments, mais on dit que non, ce sont des ennemis de l'intérieur parce qu'ils disent qu'ils veulent renverser le gouvernement. Alors, vous voyez comment, en termes de terminologie, ça n'a rien à envier au pays dictateur, au pays dictature. Sauf que, bon, comme c'est Israël, c'est la démocratie. La politique de 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 15 mesures. 20 mesures. Comme c'est Netanyahou, c'est la démocratie. D'ailleurs, Netanyahou tue les Palestiniens, génocide, parce qu'elle est la seule démocratie de la région, de la sous-région. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes la seule démocratie. Plus de génocide, plus je protège la démocratie. Donc, il était important de commencer par ça. Vous voyez la valeur du narratif occidental. Du lyrisme. Oui, le lyrisme des dirigeants occidentaux quant au caractère démocratique de leur société. On va continuer, je voudrais faire une remarque, ça me revient. Il y a un certain, je crois, c'est Jeffrey Sachs. Il travaillait à Goldman Sachs comme ça. Jeffrey Sachs, c'est lui, non? Alors, l'autre jour, il y a 2 ou 3, l'autre jour, il a fait une sortie où il dit les pays occidentaux sont très démocratiques à l'intérieur, mais dehors, ils sont les pires tyrannies qu'on ait pu exister. Et il te demande, mais comment c'est possible? Alors, j'ai vu, les Africains ont pris ça, ils ont mis sur Internet, écoutez, Jeffrey Sachs, écoutez, machin. Banakani, pauvre comme je suis, ça fait 15 ans que je dis ça. Ça fait 15 ans que je dis ça. Mais les Africains, ça ne les intéresse pas. Mais Jeffrey Sachs est venu répéter ce que j'ai dit, et que certainement, il a dû nous écouter. Non, mais ça devient un événement. Donc, maintenant que Jeffrey Sachs a dit ça, alors, est-ce que les Africains seront donc convaincus qu'il n'est pas possible pour les pays occidentaux d'être des démocraties, au sens même où eux-mêmes se présentent? Il le dit. Et tout homme qui est logique va le dire. Donc, alors, je reviens sur Israël. Israël ne peut pas être une démocratie quand elle génocide les Palestiniens, quand elle colonise les Palestiniens, quand elle conçoit que son existence passe par la disparition des Palestiniens. Mais vous voyez, on vous dit non, il faut préserver la seule démocratie qu'il y a dans la sous-région. Parce que si Israël n'est plus là, vraiment, le monde va s'arrêter. Je ne reviens pas sur les délits eschatologiques qui accompagnent tout ça. Voilà, donc maintenant, Madame Charlotte, les réservistes sont en phase avec la société israélienne. Mais, il faut faire une précision. La société israélienne n'est pas contre la guerre. Les sondages le démontrent. Ils ne sont pas contre la guerre. Ce sont de bons Israéliens. Mais, ils disent qu'il faut arrêter la guerre parce qu'il y a des otages. C'est le problème des otages. C'est pas parce qu'ils sont subitement conscients que les options qui sont les leurs dans leur rapport avec la Palestine sont fondamentalement dangereuses, criminelles et inacceptables. Et sont injustifiables. Non. Ils disent que non, comme il y a encore des otages là, il faut arrêter ça. Mais ils vont plus loin, c'est aussi des militaires. Parce que quand vous êtes réserviste en Israël, je pense que vous avez fait plusieurs années de service militaire. Hein. Voilà. Mais ils disent que, c'est important pour nous, Charlotte. C'est important pour nous, M. Bélizangop. C'est important pour les autres internautes de rappeler ça. Ils disent que,
on ne va atteindre aucun objectif proclamé qui ont longtemps servi à justifier la guerre. C'est pourtant, Netanyahu dit que non, on fait la guerre pour que le Hamas cesse d'être une menace pour Israël et sa sécurité. Il disait que non, tu mens. La manière de faire la guerre, là, on ne va atteindre aucun de nos objectifs. Plus grave, on va épuiser les réservistes, la réserve, et on va déstabiliser l'armée israélienne. C'est ce qu'ils disent. Et ce n'est pas le premier mouvement de réservistes. Hein. Il y en a un ou deux auparavant qui disent la même chose. Donc, vous voyez que des connaisseurs, parce que les réservistes ce ne sont pas des complotistes, ce ne sont pas des Palestiniens, ce ne sont pas les islamistes terroristes, ce sont des Israéliens informés, bien introduits dans le système militaire israélien, et vous disent que les choix de Netanyahou n'ont rien à voir avec la sécurité d'Israël. D'ailleurs, ils l'ont même dit, qui poursuit des buts personnels et politiques. Très bien, ils le disent. C'est important. Parce qu'on ne dort pas depuis avec le droit d'Israël à se défendre. Dans des militaires, vous dites que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils aillent voir Donald Trump, ils font un cours là-dessus. Je ne parle pas de celui qui se fait appeler président de la France, là. Et tous ces gens. Donc ça, c'est un deuxièmement. Ça s'inscrit dans un contexte où Netanyahou est très contesté depuis des années. Depuis 2000-2001. Il est très contesté. Et ça se traduit par des gigantesques manifestations. Depuis l'attentat du 7 octobre 2023, on est à près de 2000 manifestations. Vous vous rendez compte? Les gens manifestent et plusieurs fois, ces manifestations ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. Je crois en septembre 2019, c'était près de plus de 500 000 personnes dans la rue. Et récemment, les critiques montent, président. Voilà. D'autres fonctionnaires ont fait des sorties. Mais des ministres ont démissionné. Benny Gantz a démissionné. Le chef d'état-major a démissionné. Allez écouter ce que dit Ehud Olmert, ancien premier ministre d'Israël. Ce que dit le Netanyahou de cette guerre. Allez les écouter. Mais président Banakan, est-ce que Benjamin Netanyahou ici utilisait le moyen du conflit pour se maintenir au pouvoir? C'est pire que ça. Il est très dangereux. Netanyahou fait partie de l'élite des mondialistes. Il fait partie de l'élite. Et vous ne comprenez pas ça si vous oubliez le fait que l'AIPAC, l'un des plus puissants lobbies israéliens aux États-Unis, dirige de facto les États-Unis. Eux qui désignent les présidents, il les défend quand ils veulent, etc. l'AIPAC. Donc, quand vous regardez comment le Mossad, pour ne parler que de Mossad, même le Shin Bet et d'autres structures secrètes d'Israël, comment ils envisagent leur action, c'est le monde entier qui est le champ territorial. Et même là, ici, même, je ne veux pas dire plus, c'est le monde entier. Ce n'est pas Israël, la petite bande là, c'est le monde entier. Donc, vous voyez très bien que Israël, Netanyahou, lui, il est un élément important de la stratégie des sionistes. Je cherche un mot, des sionistes. Je répète, tous les Israéliens ne sont pas des sionistes. Tout juif n'est pas sioniste. Mais il y a des sionistes et ils sont très puissants. Et ils prennent en otage tous les juifs. Ils sont en train de vouloir les prendre en otage, les juifs. Mais tous les juifs ne sont pas des sionistes. C'est important de rappeler ça, de faire cette nuance-là. Mais lui, c'est un sioniste. Et le sionisme, c'est un projet mondial. C'est un projet qui opère au niveau global. Parce que c'est l'intrication qui est entre l'État profond américain, les Européens, les Français, toutes les puissances de cette terre-ci. L'intrication qui est entre ces puissances-là et le projet sioniste. C'est la question, l'une des questions fondamentales de la géopolitique. Netanyahou est au cœur de ça. Il est au cœur de ça. Maintenant, Gaza, le sous-sol est très, très riche, en bordure de la mer. Et un des plus grands projets stratégiques, si je me souviens, je pense, c'est le canal de l'Euphrate, je pense, Ben Gurion, je crois, un truc comme ça, ouais, qui doit être
parachever pour délaisser le canal de Suez, etc. C'est pour ça que vous entendez, il y a des projets, on ne le dit pas, mais il faut exterminer les Gazaouis. On prend ça. Il faut les exterminer, par exemple. Netanyahou, son projet, c'est de diriger Gaza lui-même. C'est de remplir. Il veut diriger, il veut commander directement Gaza. C'est-à-dire que ça doit devenir un démembrement administratif d'Israël. À cause de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, pour dire que les réservistes, simplement, sont l'expression d'une société israélienne déchirée avec elle-même, qui n'arrive pas à concilier l'exigence de sécurité, la conception des dirigeants sionistes par rapport à cette sécurité, à savoir le grand Israël, et les conséquences d'un tel projet. Parce que plus ils vont persister, plus la résistance palestinienne va riposter à la hauteur de la menace que représente le sionisme. Oui, merci. Cette menace-là. Vous voyez très bien que en détenant les otages, le Hamas tient Israël. Bon, il a beau bombarder, il tue là, les plus sur le feu. Il a tué près de 1000 Palestiniens, Netanyahou. Tous les jours, il a blocus contre la nourriture, les fournitures essentielles. 2 semaines de blocus. C'est le lot des Palestiniens. Ils vivent comme moins que des cafards. Même les cafards vivent mieux que les Palestiniens. Mais c'est dans ça. Quand ils réagissent, on dit non, 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 non. Vraiment, Israël a le droit de se défendre. Et quand on tue un Israélien, lui, il a le droit de tuer 1000 Palestiniens. Vous concluez, président Bandakani? Non, c'est une injustice. C'est une injustice grave. Israël, c'est un État colonial. C'est un État qui pratique l'apartheid, le racisme. C'est un État dangereux. Et Netanyahou est très dangereux pour la paix mondiale. Il faut le neutraliser. Donc, soutien total aux Palestiniens. Maintenant, ces réservistes-là, ils nous ont donné simplement plus d'éléments pour mieux comprendre la situation interne à Israël. Mais je répète encore, ne rêvez pas. Ils ne sont pas des pro-palestiniens. Merci, président Bandakani. Voilà. Merci, président Bandakani. Nous allons dire ici, à l'attention de nos internautes, les points que nous avons retenus durant votre revue de l'actualité. Vous avez parlé en ce qui concerne le football, qu'il pouvait être un facteur de déstabilisation. Et parmi les mots qui minent la Fédération camerounaise de football, vous avez dénoncé le mauvais management, la corruption, entre autres. Sur la question du retrait du président Paul Biya, vous avez dit que vous ne tombez pas dans la mouvance populaire qui vise à utiliser ce langage-là que le président Paul Biya doit se retirer. La mouvance anti-biaïste. Anti-biaïste, je précise, merci président. Et sur la question de l'Église catholique, du décès récent du pape François, vous avez dit qu'il travaillait pour le mondialisme à l'encontre des missions catholiques telles que présentées. Vous avez dit sur la question des négociations entre l'Iran et les États-Unis que les États-Unis n'ont pas à s'opposer à la souveraineté de l'Iran. Vous avez dit sur Israël, pour sortir que Israël non seulement n'est pas une démocratie à cause de sa façon de procéder, mais que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, fait partie de l'élite des mondialistes et sa façon d'avancer n'est juste pas acceptable par les réservistes israéliens. Merci, président Bandakani.